Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Thomas, bienvenue sur le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. Le mois de février, c'est un mois très sport là pour moi. Et je me remets en fin d'année dernière, presque burn-out. Enfin, en tout cas, je l'ai qualifié moi dans comment je l'ai vécu de pré-burn-out. Donc, ça va bien. Je me sens plus stable, mais gros mois, février. On est dans de l'intensité là. On va pouvoir échanger sur ça un peu plus en détail dans le podcast, je pense. Ouais. D'abord, Thomas Burbidge, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un entrepreneur qui aide les solopreneurs à vivre de leur activité correctement, tout en étant épanoui et en plus avec ce volet un peu engagé, c'est-à-dire j'ai une cause sociétale qui me tient à cœur. Toi, si tu peux nous dire un peu plus sur toi, d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu dirais? Bah, je suis tombé dans l'aventure entrepreneuriale après une grosse crise de vie. Euh, en fait ce qui m'a poussé à me lancer à mon compte en freelance à l'époque, pendant la fin de mes études, c'est la mort de mon père qui a précipité plein de questionnements sur le sens de la vie, etc., etc., et une quête de trouver une plus grande, ouais, un plus grand épanouissement, plus de sens dans qu'est-ce que je fais de tout ce temps que je vais passer à travailler. Et ça représente 10 000 jours dans une vie, il me semble, selon différentes estimations. Mais voilà, je vais faire quoi de tout ce temps, quoi? Et à l'époque, je savais pas, mais je me suis raconté l'histoire que si j'étais à mon compte, notamment en étant du coup indépendant, parce qu'il y a le volet entrepreneuriat plus structuré avec des salariés et tout en start-up, qui pour le coup me faisait pas du tout envie. En tout cas, je me disais pas que je vais être plus libre. Mais du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, si je suis indépendant, si je contrôle mon temps, mon entreprise, où je veux être, etc., j'aurai plus grande liberté pour designer et dessiner à quoi ça ressemble, ma vie de travail, quoi. Donc ça, c'est ce qui m'a mené à l'entrepreneuriat. Et en fait, au fil de mon aventure et de ma réflexion, je me suis rendu compte que les discours entrepreneuriaux un peu classiques qu'on trouve et qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui sur les réseaux du genre croissance, enfin, ça tourne beaucoup autour d'un langage financier, quoi. Donc il y a la réussite entrepreneuriale, se faire beaucoup d'argent, si je fais un raccourci de ce C'est qu'on nous d'accord. dit. Ouais. Et en fait, moi, je me suis confronté à des questionnements tu vois, je disais, je suis venu à l'entrepreneuriat par une quête de sens personnel. Et à un moment donné, la quête de sens personnel, c'est devenu une quête de sens collective. Du coup, ça a commencé par une réflexion autour de la communauté, c'est-à-dire qui sont les gens autour de moi et comment on vit ensemble mieux. Puis c'est devenu sociétal. Et en fait, j'ai l'impression que petit à petit, je dézoome et j'essaie de me poser la question de comment moi et mon entreprise, on navigue au sein d'un écosystème dont on prend soin et on hérite. Et je trouve qu'il y a une phrase parle bien de un peu où j'en suis avec ces réflexions, qui est de Thich Nhat Hanh, que tu connais peut-être. C'est un moine tibétain qui était très engagé pendant la guerre du Vietnam notamment. Et dans un de ses textes, il y a cette phrase qui dit: Nous sommes à la fois les enfants et les parents de la société. Et j'aime beaucoup cette réflexion qui dit, en fait, où je suis, c'est issu de quelque chose. Je suis l'enfant de toute une construction sociétale et sociale. Et je dois moi aussi maintenant prendre soin de ça et comment j'utilise le véhicule qu'est mon entreprise pour nourrir ça. Et du coup, voilà, ça me mène aujourd'hui à une façon dont je me définis des fois, c'est être un coach militant. C'est-à-dire que je suis un peu le petit grain de sable qui, dans notre écosystème de l'accompagnement entrepreneurial, essaye de lever le doigt et dire, peut-être faudrait qu'on parle de ça, non? Parce que c'est un peu le bordel et on fait un peu n'importe quoi là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, j'essaye d'aller gratter à tous mes potes qui sont aussi des personnes avec des grosses audiences, des podcasts, des newsletters sur ces sujets pour essayer de secouer un peu l'arbre en disant,
devrait prendre nos responsabilités. On peut pas que parler des mêmes choses tout le temps. Ouais. Enfin voilà, un peu mon cheminement en complément à la façon dont tu m'as présenté. Ah, super. J'adore ton parcours et du coup, ça me fait penser à plein de questions, mais je vais reprendre dans l'ordre. Déjà, la première question que j'aime bien poser à mes invités, c'est là aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ta vie fait pleinement sens? Oh là là, je pense que c'est plus que 10. Ah, En trop bien. fait, la frustration que j'ai, c'est la différence entre l'énergie disponible d'un être humain limité et là où j'aimerais la mettre si j'en avais plus. Mais en termes de à quel endroit est-ce que je contribue et comment, ça, je suis absolument ravi de là où je me trouve. J'aimerais pouvoir en faire plus dans des spectres différents, tu vois. Je me projette dans le futur avoir potentiellement une vie politique, enfin un engagement politique, mais aujourd'hui, ça me semble absolument pas possible de gérer la boîte où elle en est et ça. Mais du coup, tu vois, genre, j'entrevois comment en avoir encore plus. Mais je suis très satisfait de là où je contribue, vraiment. Et c'est pour ça que tu penses, là, tu nous as parlé que tu étais en pré-burnout, que tu as fait un pré-burnout parce qu'il y a l'ambition qui est là avec plein de choses à vouloir mettre en place, mais que ton corps, comme tout le monde, hein, il est limité, l'énergie est limitée ou c'est d'autres choses? Je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont été concomitants à me pousser là-dedans. Il y en a un notamment qui a été, je pense, un espèce de domino, c'est les législatives anticipées de l'année dernière, de 2024, où normalement la période où c'est arrivé, c'est une grosse période de lancement pour nous, où on recrute des membres dans notre programme d'accompagnement de 2 ans. Et du coup, j'étais à fond là-dessus. Et il y a eu l'annonce. Et avec mon associé, on s'est dit, on peut pas tenir tous les discours qu'on tient auprès de nos clients, dans notre écosystème, dans nos contenus, et juste continuer le business as usual de notre lancement, alors qu'il y a ce truc qui se passe où tous les sondages donnaient l'extrême droite comme ayant la majorité absolue, etc. Du coup, on s'est dit, en fait, on peut pas ne pas s'engager. Et du coup, on a mis en pause le truc. Je me suis chauffé avec d'autres amis de l'écosystème à lancer un mouvement qui s'appelait Entreprendre ses politiques. L'idée de ça, c'était de mobiliser l'écosystème entrepreneurial qui est un peu historiquement dépolitisé quand même, où ils se disent ah non mais ça me regarde pas, moi je prends pas la parole là-dessus. En fait, faire du bruit et essayer de mobiliser des gens pour les législatives. Donc on a fait ça, j'ai fait beaucoup de terrain, je suis allé aux réunions d'organisation des campagnes de terrain pour le NFP, des trucs comme ça. Enfin bref, je me suis énormément investi à ce moment-là et je pense que ça c'est une grosse brique qui a fait émerger le fait que j'étais déjà assez fragile. Mais j'ai pas l'impression que c'est parce que je travaillais trop. Tu vois, il y a des gens, c'est un épuisement physiologique de juste je travaille, je travaille, je travaille. Moi, mon temps de travail diminue, mais ce que j'ai compris, c'est en lisant le livre de Cal Newport, un de ses derniers livres qui s'appelle Slow Productivity. Et à l'intérieur, il parle du fait que quand on a plein de choses sur le feu, on a des espèces de boîtes ouvertes dans notre cerveau. Et chaque boîte, même si tu t'en occupes pas, c'est-à-dire elle prend pas de l'espace dans ton quotidien, juste le fait qu'elle soit ouverte et qu'elle prenne une petite charge mentale de ah oui, c'est vrai, il y a ça qui est en cours, il faut que je pense à ça. Ben, s'il y en a trop, c'est ça qui t'épuise parce que c'est un épuisement de la charge mentale qui ensuite devient physiologique. Et je pense que c'est plus ça qui m'a usé. Trop de responsabilités en même temps, trop de projets ouverts en même temps. Et du coup, bah, ce que j'ai fait quand j'ai vécu ça, c'est que j'ai supprimé, supprimé, supprimé. C'était genre septembre, octobre, le moment où j'étais au plus bas. Et j'ai remis en priorité dans mon quotidien les choses qui me nourrissent. Genre, je suis devenu accro au CrossFit depuis ça. Et c'est le truc le plus important dans la semaine maintenant. Et ça me fait survivre, c'est incroyable. Genre, c'est vraiment devenu le truc sur lequel reposent mes journées, mes semaines, et ça fait trop du bien. Ah, trop cool. Mais oui, je pense que le burn-out militant, entre guillemets, je considère pas que c'est ce que j'ai vécu, parce que je suis pas tombé au plus bas blabla où t'arrives même plus à te lever de ton lit et tout. Mais j'étais vraiment pas loin, je pense. Et clairement, je pense que j'aurais moins souffert si j'en avais rien à foutre. Comme là, je suis émotionnellement engagé dans beaucoup de luttes. Bah, émotionnellement, c'est dur à vivre, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Non, mais ça me parle vachement plus ce que tu dis parce que j'ai jamais mis le mot dessus. Mais du coup, cette histoire de charge mentale avec les petites boîtes ouvertes, je pense que c'est quelque chose que je vis au quotidien puisque
comme toi, je suis là et je travaille pas trop, quoi. Je dois être aux 30 heures par semaine. C'est bon, quoi. C'est pas de l'épuisement à cause de trop de travail. Mais je pense qu'il y a cet épuisement à cause de plein de boîtes ouvertes. Tu vois, plein de projets Ouais, pour plein de trucs qui fait que, ouais, en termes de temps de travail, ça va. Mais en termes de charge mentale, à l'intérieur, ça s'épuise. ouais. Et c'est passif, genre, c'est pas en mode, enfin, t'as rien à faire. C'est vraiment, ouais, juste l'existence du Mm. projet ou de la responsabilité quelque part qui prend de la place. Et ouais, ça m'a grave fait réfléchir. Genre, un des enjeux, du coup, je me suis dit, c'est comment je fais pour limiter au maximum mes responsabilités. Je pense qu'il y a un autre sujet, je sais pas si ça te parle, mais moi, je suis très social. J'adore être en lien avec plein de gens, etc. Mais un des sujets sur lesquels je bosse beaucoup avec ma psy, c'est le fait que je supporte pas que la dette sociale dans mes relations, ce soit moi qui sois en dette. Ah oui, Donc oui. j'ai toujours envie que les autres soient en dette envers moi. Et Mm. du coup, je suis toujours en train d'en faire beaucoup dans toutes mes relations parce que j'ai absolument pas envie d'être endetté auprès des autres, Ouais. socialement parlant, entre guillemets. Et du coup, ça aussi, c'est une pression que je me mets. Et c'est fou, quoi. Et je pense que ça a beaucoup contribué aussi, le fait de me dire, OK, toutes ces relations, il faut toujours que je sois la personne qui est donnée, quoi. Ça me fatigue rien que de le dire. Ouais, on va Et, prendre rendez-vous chez la psy. et aujourd'hui, du coup, par rapport à ce pré-burnout, si Ouais, je comprends bien, première action que tu as mis en place, c'est fermer des fameux tiroirs. ouais. Autre chose comme ça que tu as mis en place pour un peu mieux vivre et moins être épuisé au quotidien? Tu veux dire dans le moment où j'étais dans le down ou Ah, en ce depuis? moment. Non, depuis. Ouais. Bah là, le truc principal, c'était restructurer mon quotidien et ma vie autour de choses qui ne sont pas le travail. C'est-à-dire qu'avant, mon réflexe de comment j'organise mon temps en priorité, c'était quand même le boulot. Et je me souviens de moments où, genre, je me levais le matin et en fonction de l'heure qu'il était, il y avait une sorte de stress interne de mince, je me mets au taf trop tard. Même si je bossais pas énormément, mais ça montre que le travail, c'était l'orientation prioritaire de mon espace mental. Et du coup, aujourd'hui, j'ai repensé ça en mettant le sport, du coup, plutôt en priorité. Et du coup, mes semaines, elles sont construites autour de, bon, bah, je vais en moyenne 3 fois par semaine au CrossFit. C'est à 30 minutes de chez moi pour y aller, parce que j'habite au fin fond de la campagne. Du coup, quand je vais au CrossFit, j'ai genre 30 minutes pour y aller. La séance dure 1 heure. Puis, je vais souvent à la Biocop chercher des trucs trop bons à manger. Et je refais 30 minutes. Du coup, ça me fait des demi-journées. Et du coup, il y a 3 fois par semaine, j'ai genre une demi-journée, soit le matin, soit le midi, soit l'après-midi, genre 3 heures à peu près, qui est bloquée. Et après, le temps d'arriver à la maison, prendre la douche, manger le déj, quoi. Et en fait, du coup, ça fait que mon temps est organisé autour de ça. Et je travaille à côté. Et ça switch beaucoup de choses, j'ai trouvé, dans mon expérience, que ma prio, elle est là, quoi. J'ai ma prio et le travail vient après. Du coup, je vis les choses beaucoup mieux. Et la différence, tout à l'heure, je parlais, je me lève le matin, mon esprit, il va au travail. Là, je me lève le matin, mon esprit, il va à autre chose, quoi. Il va pas au travail. Et des fois, je me mets à bosser beaucoup plus tard qu'avant. Et je suis en mode, bon, bah, apparemment, aujourd'hui, je commence à 10h30. Voilà. Et ça me détend. Mais je pense que le fait d'avoir traversé cet état aide aussi. C'est que du coup, j'ai le contexte de comment je me suis senti, même si je me souviens pas exactement, mais je pense physiologiquement mon corps se souvient. Et du coup, bah, je suis beaucoup plus apaisé je me dis si j'ai tel comportement, je risque de revivre ça. Et du coup, je suis plus chill quand j'ai pas le comportement qui est associé à la douleur passée. Je sais pas si je pourrais avoir ce même raisonnement si je l'avais pas vécu. C'est pour ça que je le dis. Ouais, non, c'est intéressant. Du coup, j'allais te dire que ça faisait écho avec moi. Je me dis, mais du coup, est-ce que j'ai fait un pré-burnout sans me rendre compte? Parce que depuis janvier, j'ai décidé aussi la priorité de cette année, mais en fait, du coup, peut-être que l'année 2024 était trop chargée. C'était Ouais. et comme toi, en fait, depuis cette année, c'est tout nouveau, mais je m'autorise à commencer à 10h15, pareil, mes journées, genre aujourd'hui 10h15. J'ai une petite voix qui dit, oh, on avait dit 10h quand même, il est 10h15. Mais comme ça, je m'autorise de plus en plus, mais tu as raison, en fait, si j'avais pas eu cette année 2024 peut-être aussi chargée et épuisée, peut-être que j'aurais pas forcément ces actions-là et ces prises de conscience. Ouais. Mais tu vois, c'est difficile parce que moi, je vois beaucoup, ça fait du coup depuis 2016 que je suis à mon compte. Donc voilà, on approche des 10 ans d'entrepreneuriat quand même. Et je vois les courbes auprès des gens que je connais qui se sont lancés à peu près en même temps. Et quand je vois des gens qui se lancent là, tu vois, le niveau d'intensité est différent.
Et du coup, il y a un truc de, bon, bah voilà, l'intensité du début, elle est chouette aussi, et des fois, on en a besoin pour faire émerger des projets, lancer des choses. Et en même temps, quand tu sais un peu où ça va, si on n'arrive pas à repenser la place du travail dans nos vies, même les discours qui nous encouragent à cette intensité qu'on voit sur Internet, faut charbonner, faut pas compter tes heures si tu veux pas compter ce que t'achètes, ce genre de truc à la con. Bah, c'est dur, je trouve, tu vois. Genre, est-ce que on est obligé de passer par la phase où on se casse la gueule pour ensuite se dire, ah, c'est bon, j'ai compris, sachant qu'il y a des gens qui mettent des années à s'en remettre? Ou est-ce qu'on est capable, nous aussi, après avoir vécu des choses comme ça, à produire des choses qui aident les gens à voir ça autrement et ne pas aller jusqu'au bout? Sachant que si tu y vas pas et que t'as pas l'expérience dont ton corps se souvient, bah, t'es moins armé pour faire face aussi, tu vois, Ouais, bah, c'est euh, le principe du burn-out. C'est avant de faire un burn-out, les gens disent tous, ah non, ça c'est pas pour moi. Moi, je suis forte. Non, bah ouais, c'était complètement ma croyance aussi avant. évidemment. Donc, non, ça me parle totalement. Et d'ailleurs, pour aller sur ce sujet de la différence entre ceux qui commencent, ceux qui ont plus d'expérience, etc., et que tu as aussi ton gros sujet, comme moi, c'est comment j'entreprends en étant épanouie. Mhm. Je pense que tu peux, dès le début du moment où tu te lances en activité, mettre la priorité justement à ton épanouissement et les finances suivront. Ou tu crois qu'il y a un truc de, d'abord, je sais pas, les 2 premières années, la priorité c'est les finances, et après l'épanouissement est une question qui vient en deuxième point. C'est Tout quoi? dépend tout dépend du contexte dans lequel tu te lances, à mon sens. En gros, à mon sens, il faut prendre deux choses côte à côte pour la considération. Il y a la situation individuelle de la personne et il y a le contexte social et sociétal dans lequel ce contexte individuel il existe. On peut pas regarder, genre il n'y a pas une vérité unique qui s'applique à tous les individus de façon égale parce qu'on doit prendre en compte les enjeux plus systémiques de si tu te lances et que tu sais que quoi qu'il se passe dans ta boîte, tu as un filet de sécurité de tes parents qui te protègent toujours. C'est absolument pas la même réalité que si tu te lances et ta survie financière dépend uniquement de toi. Mm. Du coup, déjà en prenant en compte ces deux situations, ça change le truc. Et je pense qu'on peut pas on peut pas donner de vérité ultime sans prendre ça en compte. Et on vit encore malheureusement dans un monde qui encourage la performance financière plutôt que l'épanouissement individuel et la façon de prendre soin de nos écosystèmes autour de nous, enfin l'engagement sociétal et structurel autour de ça. Et ça se voit dans comment on définit même une entreprise, tu vois, genre quand tu apprends à entreprendre, on te parle d'indicateurs financiers, ok. Tu as ton chiffre d'affaires, tu dois optimiser ta marge, donc dépenser moins que ce que tu gagnes. Ce qui compte, c'est du coup ces indicateurs, et jamais on te dit, ah bah attends, entreprendre bien, c'est limiter ton nombre d'heures de travail. À quel endroit est-ce que toi tu te situes? Est-ce que tu as les ressources pour faire un 40 heures? Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas les ressources de bosser 40 heures par semaine, et il y a des fois pour des gens pour qui c'est plus simple. Genre, c'est pas pris en compte en fait dans l'éducation à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises. Et c'est pas non plus pris en compte dans comment on structure notre société pour permettre de travailler tout en prenant soin de ça. Ouais. Ce qui se passe sur l'IA est un exemple incroyable, je trouve, où le coût écologique, il est absolument inexistant dans le débat. Il y avait le sommet des IA cette semaine, j'ai beaucoup suivi ce qui se disait. Et genre le premier jour, je me connecte sur France Info pour voir un peu ce qu'ils en disent, et les news et les annonces. Je pense qu'il y avait 15 articles sur l'IA dans tous les domaines. Il y en avait un sur l'empreinte écologique. Et je me dis, genre, voilà, ça c'est représentation classique du monde dans lequel on est, qui en effet nous pousse à nous dire, bon ben voilà, les 2 premières années, tu prends pas soin de toi, tu charbonnes, et le reste, ça vient après. Et je pense que c'est ça qu'il faut questionner. Ouais, la temporalité des trucs, est-ce qu'il y a un ordre vraiment bien précis ou pas? Quitte à se dire, tu vois, un exemple que, du coup, si on ramène au niveau individuel, c'est est-ce que te lancer maintenant, c'est la meilleure stratégie pour prendre soin de toi, ou savoir que tu veux te lancer dans un an et du coup créer une sorte de matelas de sécurité qui te permet de rééquilibrer les trois enjeux dès le début. Et Mm. du coup, réfléchir plutôt en termes de carrière que le moment où tu te lances et tu stratégises à partir de là. Non, tu sais que tu veux faire une boîte à un moment, tu veux peut-être quitter ton emploi,
te lancer à ton compte parce que en tant que salarié, t'es plus épanoui. Ok, bah prépare-le en avance, mets des sous de côté et comme ça, tu peux penser le truc d'une façon qui ne coûte pas ni à ta santé, ni aux causes qui sont importantes pour toi, parce que tu te prépares en avance par rapport à ça. Et c'est pas genre, j'en ai ras le cul, ça y est, c'est bon, je claque la porte, et après, merde, comment je fais pour m'en sortir à ce moment-là où on est dans l'urgence? Je pense qu'on peut faire les choses un peu plus slow et du coup prendre plus soin de tous les aspects. Ouais, ultra, ultra intéressant. Et ça rejoint un peu aussi ce que je recommande, c'est-à-dire que si tu n'as pas les finances, prends un job alimentaire plutôt que prendre des décisions à la con qui vont te tuer à la tâche et faire un truc qui ne te correspond pas et tout, quoi. Ouais, et qu'on tombait dans les stratégies miraculeuses que notre écosystème essaie de nous vendre, de si tu fais ça, tu vas faire tant par mois, nanana, et on se retrouve à faire des trucs parce que l'argent, plutôt que parce que le sens, parce que l'émotion qui accompagne, qui fait envie, parce que pertinence écologique, parce que c'est normal, quand tu es en survie, c'est évident que c'est dur de se poser ces questions-là. Et là aussi, ça renvoie à des questionnements très politiques de si on veut que tout le monde ait accès à l'entrepreneuriat, et que ce soit un truc où genre on peut le faire parce qu'on a envie de le faire et pas que réservé à des élites qui ont les finances de côté, bah, comment on organise la société pour ça? Comment on fait pour que les personnes qui sont dans la pauvreté ne soient pas obligées de se battre que pour leur survie tout le temps et qu'elles aient leurs besoins prioritaires nourris pour faire ce genre de projet, par exemple. Mm. Ouais, ouais. Là, Mais questionnement complexe. voilà, on rentre dans C'est là où le fonctionnement de la planète. ouais, tout à fait. Mais tu vois, je trouve que pour toi et moi qui sommes dans des postures d'accompagnement, je trouve que regarder les choses sous ces différents spectres-là, ça donne tellement plus de richesse à notre rôle et notre responsabilité de se dire, OK, j'ai quelqu'un en face de moi et je dois la positionner au sein de l'écosystème sociétal et de d'où elle vient. Et du coup, ça fait appel à la sociologie, à tellement de trucs en plus qui sont juste plus riches que, alors, ce qui ta cible, OK, fais ci, fais ça, tu vois, genre, ça remet de la complexité, ça remet de l'humain. Et moi, ça me fait tellement du bien, quoi. Genre, je peux plus juste sortir les mêmes conseils à la con qui, en fait, sont pas du tout adaptés à certaines personnes. Ça remet, ouais, de la richesse, je trouve, dans notre posture. Ah bah, clairement, moi, il y a des gens, je les ai au téléphone, je fais bah non, on va retrouver un job alimentaire et puis après, tu reviens vers moi pour faire du chiffre si tu veux. Mais là, tu es vraiment dans la merde. Ouais, c'est pas le moment, quoi. En 2 mois, tu vas être plus dans la merde parce que tu auras encore moins d'argent. Prends ces 2 mois pour trouver un job et après, stabilise et après, travaille sur ton activité. Mais clairement, c'est là où, quoi qu'on en dise, c'est cette fameuse un peu pyramide de Maslow, mais je pense que le besoin de sécurité financière, euh, c'est quelque chose qui te permet d'être épanoui et qui, du coup, si tu vas directement à l'épanouissement sans ce fil de sécurité financière, bah, tu cours un peu à ton non-épanouissement, quoi. Tu reprends la claque par derrière, quoi. Ouais, bah, on vit encore dans le monde où on est obligé de prendre en considération ces aspects-là, où on peut pas, il n'y a pas un truc sur lequel on se repose. Mm. Pendant longtemps, je me suis beaucoup intéressé au revenu universel, par exemple. Ah, là, ce serait possible. Et je me dis, tu vois, une société conçue comme ça, où tout le monde survit quoi qu'il se passe, parce que tu as les revenus pour financer tes besoins premiers, c'est tellement plus riche, tu vois, genre les parcours de vie qui peuvent s'ouvrir à partir de là, et les décisions que les gens prennent, c'est des décisions beaucoup plus alignées, parce qu'elles sont pas juste une décision de survie. Moi, je trouverais ça fascinant de voir comment ça fonctionne. Après, bon, gens qui vont, ouais, utopie, nanana, ok, d'accord. On n'est pas pensé pour actuellement, c'est sûr. Mais si On n'a c'était pas pris la pensé comme conne. ça, ça serait hyper intéressant. Ah ouais, non, clairement. Et c'est à ça que j'ai envie de contribuer aussi, tu vois, par la conscience que les gens développent avec les prises de parole qu'on fait, par un engagement politique, comme je le disais avant, aux législatives, ce genre de trucs. Là, tu On a des arrives rôles, quoi. désolé, question très personnelle qui me vient. C'est Tu arrives parfait. vraiment à y croire que c'est possible un jour de partir de la Elle a- situation dans laquelle on est et arriver à ce point B? J'écris un livre qui s'appelle Sauver sa peau, entre parenthèses, et la planète, guide d'espoir d'un entrepreneur qui a peur de la crise climatique. Et j'écris ce livre justement pour avoir de l'espoir. Et en fait, un truc auquel j'ai vachement réfléchi en écrivant, il y a un moment où j'ai eu un énorme combat intérieur avec moi-même, du genre, qui suis-je pour oser donner de l'espoir aux autres avec cet écrit,
alors que moi-même, 9 jours sur 10, j'en ai pas. Et en fait, arrivé à ce stade, je me suis dit déjà, je l'écris pour trouver l'espoir, et c'est ça le rôle du livre, c'est Ouais. ma quête d'espoir. Et je me suis aussi dit, en fait, c'est c'est pas un truc qui nous arrive de ressentir de l'espoir. Genre, c'est pas en mode, il y a des trucs qui se passent et tout d'un coup on ressent de l'espoir. Je me suis rendu compte que c'est à la fois une compétence et une pratique. C'est vrai. Et c'est quelque chose, en fait, on doit le nourrir. Tu dois faire en sorte de faire naître l'espoir en toi par comment tu t'organises, par les sources d'infos que tu choisis, par les endroits où tu décides de traîner. Et que, ouais, c'est ça qui crée. C'est ton acte qui crée l'espoir et c'est pas l'effet secondaire de quelque chose qu'on attend en mode j'ai envie que l'espoir me vienne, s'il te plaît. Et ça m'a beaucoup aidé à me dire, en fait, le jour où j'arrête de cultiver l'espoir, c'est le jour où on a perdu. Ouais. Parce que du coup, je vais arrêter d'œuvrer et si tout le monde fait pareil, bah, c'est impossible. Donc, j'ai pas de certitude que c'est possible. Par contre, j'ai l'espoir que c'est possible, et c'est l'espoir que c'est possible qui me pousse à tous les jours repenser ma boîte, repenser comment j'utilise mon temps, repenser les sujets sur lesquels je m'informe, repenser le rôle que j'ai envie d'avoir auprès de mes proches, toutes ces choses-là, quoi. Mais c'est une pratique du quotidien. Moi, c'est marrant. Ce que tu me dis, ça me fait écho dans le sens où je pratique vachement l'espoir au sein de ma personnalité, enfin, toi, de ma petite vie individuelle, etc. Mais en fait, j'ai totalement perdu l'espoir sur, on va dire, la société et le monde de manière générale. Mais en t'écoutant, je me dis, clairement, bah, si tu crois que c'est impossible, tu as jeté l'éponge, en fait. Alors que si tout le monde se disait que c'était possible, bah, à un moment donné, on arrivera à changer les choses. Euh, Ouais, ouais, tu me donnes envie de méditer plus loin, voilà, à comment, muscler cette compétence de l'espoir au niveau de la planète et voilà, au sens plus large, quoi. ouais. Mais tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un truc qui est beaucoup dit dans nos écosystèmes entrepreneuriaux de t'as pas le contrôle sur tout ça, et donc il faut que tu trouves ton épanouissement, peu importe. Ouais, Et ça, il y a une compétence intéressante là-dedans qui est la robustesse. C'est comment on fait pour que notre entreprise et notre vie personnelle soient robustes pour, euh, quand il y a des décisions politiques qui vont pas dans le sens qui nous va, ce genre de trucs, on puisse continuer d'avancer et survivre. Plus ou moins facile en fonction de nos privilèges. Il y a des gens, une décision politique, c'est genre la vie ou la mort, quoi. On voit ouais, beaucoup ce qui se passe aux USA, là, avec les droits des personnes trans et ainsi de suite. Donc, plus dur à dire pour ces personnes-là, il faut que tu sois robuste, construis un truc, parce que c'est leur identité qui est en jeu. Donc, ça, c'est une réflexion déjà de personnes avec un certain niveau de privilège, de se dire, faut que je cultive ma robustesse et mon espoir personnel, peu importe ce qui se passe. Mais c'est une compétence qui est souhaitable pour tout le monde et intéressante. Et en même temps, ne serait-ce pas plus souhaitable de ne pas avoir besoin de cette robustesse parce que on arrive collectivement à repenser les organisations de nos sociétés pour qu'on n'ait pas besoin d'encaisser les coups et encaisser les coups et encaisser les coups. Et à mon sens, c'est deux choses qui doivent, ouais, comme tu dis, coexister, cohabiter et se dire comment est-ce que je fais pour vivre bien dans une situation de plus en plus instable parce qu'on va vers de l'instabilité écologique, politique et ainsi de suite, tout en essayant de faire en sorte qu'on corrige cette instabilité et que ça aille vers quelque chose de plus souhaitable, sachant que les définitions de plus souhaitable vont avoir des degrés de variation en fonction des individus. Il faut quand même que ce soit basé sur les consensus scientifiques, notamment concernant l'écologie. Si quelqu'un me dit c'est souhaitable de continuer à prendre l'avion 30 fois par année, je dirais ouais, j'entends, mais c'est plus trop possible ce genre de souhaitable-là. Mais ouais, pour moi, ça doit coexister ces deux choses. ouais. Non, non, mais c'est ultra intéressant. C'est vrai que, tu vois, là, moi, chez moi, actuellement, pour être transparent, ça coexiste pas trop. Je pense que j'ai un peu plus aucun espoir pour le système actuel. Mais tu me donnes envie d'aller rechercher de l'espoir. Donc, Cool. on n'aura pas eu cette conversation pour rien. J'espère que ceux qui nous écoutent, ça leur a redonné aussi l'envie s'ils étaient comme moi, qu'ils avaient perdu l'envie. Euh, Rien à voir, il y a un autre point que je voulais aborder avec toi. Je te l'ai Ouais, dit, moi je t'ai connu chez Squared, anciennement la prépa 67, où tu avais donné une masterclass sur la prospection consentie. Et tout à j'ai fait. adoré ta masterclass, parce que justement, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend dans l'entrepreneuriat,
où ton client, il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu sois un peu vente pushy. Si tu ne vends pas, c'est parce que tu ne vas pas assez franco, etc. Est-ce que tu peux nous en dire, toi, un peu plus sur ta vision justement de la vente et de la prospection? Tout à fait. Ben, je vais faire le lien avec ce qu'on disait avant parce que pour moi, c'est complètement relié. C'est comment on fait pour entrevoir quelque chose dans le monde de l'entreprise sous le spectre d'un enjeu sociétal. Donc là, l'enjeu sociétal, c'est les mouvements féministes qui essayent de déconstruire ce que, en France, on appelle la culture du viol, c'est-à-dire une culture qui récompense le fait de dépasser les limites de l'autre, notamment entre les hommes envers les femmes, et de ne pas respecter ces limites. Donc on les respecte pas, on les dépasse, voire on les écoute jamais. Et c'est ce qui donne le mouvement MeToo, tous les trucs horribles qu'on voit dans tous les domaines de notre société où ben voilà, il y a des agressions sexuelles et ainsi de suite. Et du coup, c'est essayer de se dire, OK, comment on mixe ces deux enjeux, sachant que cette culture du viol, elle est aussi présente dans la prospection, où les comportements et toute l'éducation à la prospection qu'on reçoit, comme tu le dis, c'est un non, c'est pas un non, faut bouger, relance, faut contacter 1000 personnes pour espérer en avoir 5 des oui, le forcing, enfin voilà, tous ces trucs. C'est la même chose en fait. Tu peux faire des parallèles et c'est de ça que c'est un peu né, où dans ma tête, à un moment, je me suis dit, waouh, en fait, on peut vraiment juste changer un mot et tu passes de euh, la drague horrible de rue, l'objectif c'est de ken un maximum de personnes, surtout du coup des mecs qui veulent ken un maximum de femmes, et la même chose sur les prospects. Tu remplaces femme par prospect, c'est la même chose. Et du coup, je me suis dit, il y a forcément une alternative. Surtout que bah voilà, notre clientèle à nous, c'est des personnes qui sont très sensibles à ce genre de choses. Et du coup, beaucoup de nos clients ne veulent pas prospecter ou ne réussissaient pas à prospecter justement à cause de ça. Il y a un désalignement de valeurs tellement fondamental que ça marchait pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, et comment ça ferait si je mélange les deux? Si je prends culture du consentement et tout ce que moi j'ai appris des personnes qui sont très impliquées dans les mouvements féministes autour de moi, et que je le marie avec la prospection. Et c'est de là qu'est née cette approche, du coup, de se dire, OK, le but de la prospection, c'est pas le closing, c'est la qualité de la relation avec la personne. Et du coup, la vente est un effet secondaire de la qualité de la relation. Tout comme dans une relation intime ou une relation amicale, les choses très chouettes qui s'en sortent, où enfin, voilà, il y a des interactions cool, où tout le monde prend du plaisir, elles viennent du fait qu'il y a une bonne qualité de relation et une bonne sécurité dans la relation. Et du coup, j'ai commencé à réorienter le truc en disant, OK, la prospection, chaque étape, c'est créer la relation. Donc ça, c'est quand on ouvre une discussion avec quelqu'un qui ne nous connaît pas. Le but, c'est pas la vente, c'est de créer la relation. Puis une fois que la relation est créée, le but, c'est toujours pas la vente, c'est renforcer la confiance dans cette relation, créer de la proximité, créer du lien, faire en sorte qu'on s'apprécie, toutes ces choses-là, en se racontant que un jour peut-être, il y a une occasion où il y a une personne qui va faire une proposition à l'autre et on va aller un cran plus loin. Et c'est ce qu'on voit dans toute relation amicale ou amoureuse. On commence pas par le mariage, on commence par la discussion. Ah ouais, les points communs. Tiens, ça te dit, on va boire un café, on va boire un café. Et on va de propositions peu engageantes à des propositions plus engageantes. Donc c'est juste répercuter le fonctionnement naturel des relations humaines qu'on a l'impression d'un peu comprendre dans les relations amicales et intimes, dans les relations professionnelles, et faire ça bien, quoi. Prendre soin de l'autre et mettre ça au cœur de la façon d'avancer. Et du coup, fonctionner comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fonctionne comme ça, le taux de réponse, il est immense. Genre, il y a plein de gens qui suivent cette formation qui m'envoient des captures d'écran des réponses qu'elles reçoivent ou qu'ils reçoivent à leur premier message de prospection. Et ils disent, c'est ouf, je reçois des messages tellement bienveillants et tout, alors qu'avant, 99% du temps, on me ghostait, j'avais pas de réponse. Je dis, ben voilà, t'as mis du soin, c'est normal. Donc, taux de réponse énorme, taux de confiance où les gens reviennent vers toi eux-mêmes pour te demander de leur vendre ton truc, ça augmente. Enfin, tous les bénéfices que tu recherches, ils viennent aussi avec cette approche, quoi. Parce que le soin, on remet l'humain à l'intérieur. Et tu crois qu'aujourd'hui, on peut encore, je reprends ton image des relations humaines, à Ouais. titre personnel, un gars que je connais pas qui vient m'accoster dans la rue, globalement, qu'importe le message qu'il va dire, à part si c'est quelle heure il est, je me méfie, je me ferme et je m'en vais, quoi.
Et je Ouais. trouve qu'on est un peu arrivé justement à ce stade-là dans la prospection où qu'importe ce que tu mets dans ton premier message, les trois quarts des gens, c'est wow, je me méfie, j'ai cette croyance qu'en fait tout le monde me veut du mal ou que tout le monde, que ça va mal finir, quoi, cette Ouais. histoire. Tu crois qu'aujourd'hui, du coup, on peut encore réussir à justement avoir un premier message d'accroche qui a un parfait inconnu, pas celui qui a liké ou commenté, qui a montré un intérêt, qui Mhm. soit pas avec où la personne en face, elle n'ait pas ce premier réflexe de ouh là là, je sais pas ce qu'il me veut, mais je donne l'heure et je me casse, quoi. Ouais. L'enjeu dont tu parles, c'est nos détecteurs à bullshit qui sont très 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 performants. Et nos détecteurs à bullshit, ils sont déclenchés soit par le fond, soit par la forme. Donc en effet, quand tu as ce réflexe-là, tu vois, et même tu le fais physiologiquement, genre ton corps, il sait, il est en mode non et il se protège. C'est parce qu'il y a un truc, il y a une info, donc ça peut être le message, ça peut être, moi ça le fait beaucoup avec le compte de la personne. Donc quand il y a quelqu'un qui m'écrit et que je vois sur son compte sur Instagram par exemple, setting, closing, machin truc, je sais tout de suite la raison de son contact. Et donc je suis en mode, toi je te réponds pas. Donc nos détecteurs à bullshit, ils sont très forts. Et de plus en plus sensibles, plus on est forcé dans nos limites. C'est la même chose quand tu as vécu une agression sexuelle ou quelque chose comme ça, bah forcément, ton système de warning, est super haut. Donc, il faut mettre encore plus de soin. Comment on fait ça? La réflexion qui est pertinente, c'est de se demander, c'est quoi un déclencheur de conversation qui ne déclenche pas le système de protection de la personne en face et qui est pensé pour le soin, le care. Et comment du coup je fais pour saisir ces opportunités de déclencheur. Et tu l'as dit, quelqu'un qui interagit avec toi dans les commentaires, etc. depuis quelques semaines, tu vas pas avoir ton détecteur qui s'active si cette personne ensuite elle rebondit à un moment donné pour discuter avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du temps pour s'apprivoiser un petit peu. Moi, par exemple, tu m'as écrit pour ce podcast, tu m'as dit, j'ai vu ta masterclass à tel endroit, j'ai trouvé ça trop bien, j'ai apprécié beaucoup cette chose. Est-ce que ça te dit d'aller plus loin dans l'interaction pour faire cet épisode de podcast? J'ai pas eu de déclencheur. Je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Je me souviens pas des gens qui étaient là. Mais le déclencheur de conversation et de lien que tu as choisi pour qu'on discute, il a créé de la confiance chez moi. Chaque personne qui écoute un de mes podcasts et qui m'écrit après, je suis pas en train d'avoir peur de leur interaction. Je suis en train de me dire c'est génial, un nouvel être humain avec qui on a des choses, ça vibe quoi. Donc le choix de c'est quoi un déclencheur de conversation qui prend soin de l'autre, qui crée de la confiance, c'est ça la clé. Et le premier exercice que je dis à toutes les personnes qui viennent dans notre programme de formation sur la prospection consentie, c'est pour commencer à apprivoiser ça, le seul truc que tu dois faire, c'est envoyer de l'amour aux gens à qui tu n'as jamais dit merci. Donc toutes les personnes dont tu as lu les bouquins, dont tu regardes les vidéos YouTube, machin truc, juste, tu prends 10 personnes et t'envoies un message pour les remercier de l'impact qu'elles ont dans ta vie. C'est une forme de prospection. Tu prends un déclencheur de conversation, tu l'utilises, t'écris un message, tu sais pas où ça va cette relation derrière. Et ça, cette pratique, ça te permet d'identifier de plus en plus, à chaque fois qu'il y a des gens qui t'intéressent dans le monde, ok, comment je fais pour être une bonne nouvelle pour elle? Comment je fais pour être une relation qui va la nourrir? Et je viens pas pour prendre. Peut-être un jour on fera une collaboration et ce sera génial, mais je viens pour apporter à leur vie. Et c'est très différent du coup ce qu'on écrit et ce qu'on dit quand on fait ça. Et nous, quand on reçoit ces choses, c'est aussi très différent. On n'a pas peur de recevoir des trucs. C'est pas vrai. On est câblé pour être social. On adore les relations humaines, ça nous nourrit. On a juste marre de recevoir des propositions et des contacts qui, soit par le fond, soit par la forme, nous font avoir ce rejet de dégoût où notre corps veut se protéger, quoi. Mais c'est ultra vrai ce que tu me dis. Avant d'être à mon compte, clairement, j'écoutais plein de podcasts, je lisais plein de livres. Jamais j'allais écrire un seul message à ceux qui les écrivaient ou qui les faisaient. Et depuis que je suis à mon compte et que je reçois des messages, je suis là, ah, c'est génial. Et du coup, je me Oui, mets ça fait trop du bien. ouais, et ouais, du coup, à envoyer, j'envoie trop de love à tout le monde. Et c'est vrai que étonnamment, quand on envoie, j'appelle ça envoyer du love, quand on envoie du love, les gens répondent. Et je me rappelle que les premières fois, je me faisais la réflexion, je fais waouh, je pensais que la personne, je sais pas, elle allait jamais me répondre, elle doit recevoir 50 000 messages. Mais en vrai, déjà, les gens ne reçoivent pas 50 000 messages de love. Non. Euh, et surtout, tu te rends compte que les gens sont beaucoup plus accessibles que ce que tu penses.
Et ce qui me fait penser là, quand tu m'as parlé du setter closer, je me suis dit, ah ouais, mais eux, je sais pas comment ils pourraient accrocher quelqu'un. Mais en fait, tu as raison, la meilleure manière quand tu es setter closer, tu arrives avec setter closer, personne ne veut de toi, quoi. La meilleure manière d'accrocher quelqu'un, finalement, c'est tout simplement de liker, commenter, s'intéresser vraiment au contenu de quelqu'un pour commencer Ah à créer oui, une relation, plutôt qu'arriver, t'as beau avoir le meilleur des messages de prospection. Moi, je suis comme toi, je vois setter closer, je suis encore un, quoi. bah ouais. Je sais pas quelle formation ils suivent pour les apprendre à prospecter comme ça, mais je me dis, il y a un endroit que je ne connais pas où ils disent exactement les mêmes stratégies à la con qui fonctionnent pas. Et j'en ai mille, les mêmes messages tout le temps, genre. Je comprends pas d'où ça vient, quoi. Ah, c'est marrant, alors que Mais moi, je me dis que ça doit marcher, à l'inverse. Je me dis, ça marche pas pour moi, mais ça doit marcher. Bah, un peu comme les gars qui viennent te voir avec des vieilles réflexions, genre ton père c'est un voleur, il a pris les étoiles, tu as mis dans les yeux. Tu te dis, ça doit marcher pour que le gars il fasse ça tout le temps. je suis Et pas ça, sûr. Je pense que c'est une espèce de pyramide de Ponzi dégueulasse où tout le monde dit que ça marche et du coup, eux, ils le font, mais ça marche pas. Donc, ils apprennent à d'autres personnes en disant que ça marche. Et il y a quelqu'un à un moment donné tout en haut qui a fait une formation prospection enfin, je sais pas, mais ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible que ça fonctionne. De, et encore une fois, c'est vraiment dans cette différence de posture de je suis là pour mon intérêt personnel et tu es un portefeuille qui va me nourrir avec ton argent, plutôt que pour le lien humain où je suis là pour améliorer ta vie. Et c'est ça la démarche. Et je sais que toutes les personnes qui veulent faire de la prospection et qui n'y arrivent pas parce que ça les dégoûte, c'est parce qu'elles se sentent pas alignées. C'est souvent des gens qui veulent contribuer, qui ont de l'amour pour leurs clientes. Genre, leur sujet, ça les fascine. Et elles se mettent dans une posture où je suis là pour essayer de prendre aux autres, etc. Et on leur dit, t'as un problème de mindset, t'as pas assez faim. Genre, ta gueule. Enfin, non, c'est juste que on est des humains et on a un cœur et on veut prendre soin des gens en face de nous. Et on devrait être récompensé pour ça. Et c'est comme ça qu'on devrait faire, plutôt que de se plier aux enjeux de je sais pas qui, quel mâle alpha nous a dit de fonctionner comme ça un jour et notre écosystème entier est devenu obsédé par ça. j'adore. En tout cas, j'adore ta vision de la prospection qui est très alignée avec moi. Mais c'est marrant parce que moi, du coup, je me dis que je prospecte les gens qui like ou commentent. Mais c'est vrai qu'il y a cette, au lieu d'attendre que les gens like et commentent, pour ceux qui débutent vraiment et qui n'ont pas forcément de like ou de commentaires, donner du love, c'est déjà, en fait, comme tu dis, un premier pas pour prospecter. Et encore une fois, dès le deuxième message, on va pas balancer les gros sabots. On crée une vraie relation et Complètement. ça viendra naturellement. Complètement. Et il y a des façons aussi de contacter des gens. Genre, les personnes me disent souvent, oui, mais du coup, si c'est sincère comme ça et tout, je me sens faux parce qu'il y a un fond stratégique quand même. Genre, tu choisis les gens à qui tu écris quelque part parce que c'est stratégique pour toi. Et en fait, on peut marier les deux. C'est pas parce qu'une relation n'est pas, enfin, est stratégique qu'elle n'est pas sincère. Moi, certains des gens avec qui j'adore passer le plus de temps au monde, c'est des gens pour qui aussi c'est hyper stratégique pour ma boîte d'être en lien avec ces personnes. Ça n'enlève rien à l'amour que j'ai pour eux. Il y a des gens que j'invite à mon mariage. Et en fait, je suis pas attaché au fait que les opportunités, elles arrivent de ces personnes. Je suis attaché à la relation. Et comme je nourris la relation, les opportunités arrivent derrière. Donc, être stratégique aussi dans le nombre de personnes, parce qu'on ne peut pas nourrir des relations qualitatives avec une infinité de personnes. Il y a des stats qui disent en gros c'est 150 personnes dans ton entourage avec qui tu peux vraiment avoir un lien. Donc déjà il y a ta famille, tes amis, etc. Donc ça laisse peu de place pour les clients. Choisir et être stratégique, c'est aussi avoir plus d'espace pour un vrai lien profond et de qualité aussi. Ouais, carrément. Et du Et coup, en choisissant les bonnes personnes, on peut aussi avoir une approche comme ça, quoi. De se ouais, dire, OK, et cette personne, je veux que ce soit ma cliente, comment je fais pour mettre de la profondeur de relation dès le premier message et surtout pas parler de vente, du coup. C'est pas, on commence pas par ça. Et comme tu dis, être stratégique ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Bon, quand tu m'as dit, quand tu as dit ça, moi, l'image qui m'est venue pour revenir sur les relations amoureuses, pour ceux qui veulent des enfants, quand vous choisissez votre mari, c'est stratégiquement pour avoir des enfants. D'un point de vue purement Si on égoïste, en veut. ça dit, si la personne en veut, c'est ce truc de C'est un l'égoïsme. critère, exactement. Bah tiens, c'est un critère, c'est de la stratégie. Et même si on veut pas d'enfant, la stratégie, c'est de trouver quelqu'un qui nous correspond. Euh, Exactement. c'est ultra intéressé. Je pense pas qu'on puisse avoir de relations désintéressées, de toute façon, parce que même si on essaierait d'en avoir des désintéressés, ce serait pour se prouver qu'on peut avoir des relations désintéressées, ce qui serait finalement intéressé. Donc, Complètement. euh, la stratégie est obligatoire et ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour.
Grave. Et tu vois, pour revenir un peu en boucle à ce qu'on disait tout à l'heure, cette approche-là de la prospection, c'est à la fois quelque chose qui, entrepreneurialement, est très pertinent pour mon entreprise, les gens qu'on veut accompagner, leur épanouissement dans l'acte d'entreprendre. Les gens prennent plus de plaisir dans la prospection et ainsi de suite. Mais aussi, ça a un impact sociétal beaucoup plus large. Parce que si le consentement fait partie de ta façon de penser tes interactions pro, qui prennent 8 heures par jour, tous les jours de la semaine, ça a aussi des effets secondaires ailleurs parce que du coup, ça devient central dans ton quotidien. Et je sais pour cause que beaucoup de gens qui ont suivi tout ce qu'on raconte là-dessus, et on a des séminaires pour notre programme d'accompagnement, on va encore plus loin dans des exercices pratiques de consentement, ben, elles viennent pas pour améliorer leur relation amoureuse avec leur partenaire, leur conjoint, mais c'est aussi ce qui se passe, parce que le consentement devient une compétence qui se manifeste dans les relations intimes, et du coup, il y a plus d'épanouissement à cet endroit-là aussi. Et donc, l'impact, il est individuel et sociétal, parce que chaque individu qui passe par ce protocole bah, répand aussi plus de consentement dans sa vie et auprès de ses proches, et ça fait effet boule de neige. Et c'est là, tu vois, je trouve, on a le bon équilibre qu'on devrait tous chercher sur la boîte, moi l'individu, la société qui m'entoure, et comment je trouve les choses qui nourrissent les trois. Trop bien de voir un tel alignement entre les trois. Je vois le temps qui passe, Thomas, et il va falloir Je t'avais s'arrêter. dit que j'étais bon client. J'aime bien finir les épisodes, enfin tous les épisodes finissent, par une question qu'on va poser à nos auditeurs et qui vont Ouais. pouvoir se poser en marchant et en musique à la fin de l'épisode. Quelle est la question que toi, t'aimes bien te poser pour justement remettre du sens dans ton quotidien ou une question qui t'a marqué par le passé, qui t'a permis vraiment de remettre du sens dans ton quotidien et que tu as envie de poser à ceux qui nous écoutent? Mm. Je pense qu'une question qu'on a tous et toutes besoin de se poser, c'est celui de notre rôle dans les changements sociétaux qu'on veut voir advenir. Donc, je vais prendre un exemple qui est l'écologie, parce que c'est le sujet sur lequel j'écris mon bouquin. On a besoin de tout le monde, à tous les étages, dans tous les rôles, dans toutes les responsabilités pour qu'il se passe un truc. Et moi, je me suis souvent culpabilisé parce que j'ai pas une appétence naturelle pour, je sais pas, aller dans le jardin, faire de la permaculture, des trucs comme ça, genre être dans les mains dans la boue sur le terrain. Et il y a vraiment besoin de gens qui incarnent ça. Mais c'est pas mon appétence. Et donc je me suis dit, putain, t'es un mauvais écolo, nanana. Je me suis beaucoup répété ça à des moments dans ma vie. Et ensuite, à un moment, j'ai compris, mais en fait, moi, mon appétence, elle est pour rendre sexy ces questionnements, les décortiquer, faire en sorte que intellectuellement, il y a des gens qui se disent, mais oui, c'est exactement ça. Genre pour bien mettre les bons mots, les concepts, et me battre pour que médiatiquement, ça prenne de la place dans des écosystèmes comme le nôtre sur l'entrepreneuriat où c'est sous-représenté. Et je me suis dit, mais ça, c'est un rôle tellement important, en fait, de médiatiser tous ces trucs-là. Et du coup, j'ai beaucoup plus commencé à réfléchir à, ah, tiens, ok, on a besoin de tout le monde, avec toutes les compétences différentes et le spectre de compétences large. Et en fait, c'est pas tant où il faut contraindre des gens à faire tel truc, mais c'est aider les gens à trouver le rôle pertinent qui correspond à leurs compétences et à ce qu'ils vont faire naturellement avec joie. Et je pense que ça, c'est un bon questionnement de se dire, ok, la question, c'est pas est-ce que je m'engage ou pas. On est contrainte de nous engager sur ces sujets parce que sinon, on va clairement vivre dans un monde dans lequel on n'a pas envie de vivre. Donc, sachant que je dois m'engager, quel rôle correspond le plus à mes compétences et m'enthousiasme le plus dans cet engagement. Et là, je trouve qu'il y a une richesse de réflexion qui est hyper intéressante derrière. Ah, trop bien. Bah, je vais rester bien jusqu'au bout, ceux qui nous écoutent, pour avoir ces petites questions en musique à méditer en marchant. Et Thomas, pour ceux qui veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Euh, alors, pour discuter avec moi, je pense que le meilleur endroit, c'est Instagram. C'est là où je suis le plus répondant aux messages, etc. LinkedIn, c'est en revanche là où je poste le plus. Et pour les lectures plus approfondies, ou les écoutes plus approfondies, si on préfère l'écoute, je dirais soit le podcast, soit la newsletter. Donc le podcast, c'est Young, Wild and Freelance. Donc en fonction de ce qui vous intéresse, soit vous avez envie de me parler, bah, venez sur Insta, soit vous avez juste envie de continuer de m'écouter parler de tous ces trucs-là à longueur de temps, bah, allez sur le podcast, il y a 300 heures d'écoute, il y a plein d'épisodes, plein de sujets comme ça. Trop bien. Bah, je mettrai tous les liens dans l'épisode. Encore un grand merci à toi, Thomas, pour Merci ce à toi, Alexandra. ultra intéressant. Et je te dis à très vite.
Oui, prends soin de toi. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Thomas qui te pose cette question. Quel rôle sociétal veux-tu jouer ?